Hausse de la croissance, baisse du chômage, ce sont les déclarations faites dans le rapport de la Banque mondiale à propos de l'économie égyptienne durant l'exercice 2016-2017. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Et je dois vous présenter actuellement M. Hicham Ramli, c'est un analyste économique, c'est un observateur économique de remarque, ou plutôt de marque. Et vous êtes toujours le bienvenu sur Nal TV International. Merci, monsieur. Très très vite, nous allons commencer cette nouvelle édition par le rapport ou par les prévisions accordées de la part de la Banque mondiale en ce qui concerne l'économie égyptienne. Avec plus de précision, la Banque mondiale a prévu que le taux de croissance en Égypte va réaliser durant l'exercice prochain un taux de croissance de 4,2%. Dans un rapport de la Banque mondiale, il est également prévu que la croissance atteigne en 2017-2018 4,6%. Et en même temps, on trouve que le gouvernement égyptien a annoncé respectivement un taux de croissance de 5,5% à 6%. Donc, premièrement, comment vous avez observé cette prévision révélée de la part de la Banque mondiale ? De ce côté, je crois que quand on parle de croissance, c'est quelque chose de positif. Le taux de croissance de 4, et 5 ou 6 que l'autre rapport en parle, ça me gêne pas. Ouais. Mais ce qui est clair pour tout le monde, qu'il y a une croissance, qu'il y a des choses positives en Égypte qui se passent. Ouais. Et si la Banque mondiale dit qu'il y a une croissance de 4,8 ou 4,5, je crois que c'est quelque chose de très positif. Mais ici, il y a aussi une contradiction entre les prévisions du gouvernement égyptien et les prévisions de la Banque mondiale. Oui. Et le gouvernement égyptien prévoit presque 5,5% à 6% durant l'exercice 2017-2018, alors que la Banque mondiale prévue à 4,2%. C'est différentes équations et perceptions. Mais on est là sur le vrai terrain, on voit ce qui se passe. Je crois que notre rapport est un peu plus proche de la vérité. Pourquoi ? Parce que on prévoit, on sait ce qu'on fait maintenant. Ouais. On sait ce qu'on fait. On connaît nos projets. On connaît qu'est-ce que ça va au prochain futur. Ouais. Et quand quelqu'un mène ses affaires, il connaît très bien ce qui se passe. Mais les rapports extérieurs, ça ne me gêne pas du tout. Même si c'est moins que ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de dépasser cette phase, cette étape pour achever notre stabilisation. La vision de l'extérieur Ne me gêne pas du tout. Pourquoi ? Parce que ils ont but que le nôtre. Ils ont toujours d'autres perceptions. Ils ont toujours d'autres trajets qu'ils veulent nous mener dans ce trajet. Mais nous, on sait ce qu'on fait. Je crois que c'est très clair. Et on travaille parallèle sur plusieurs niveaux pour achever la vraie stabilisation de l'Égypte. Par exemple, la Banque mondiale avait une prévision sur la croissance économique égyptienne allant de 3,8% à 3,3% en raison des difficultés du secteur touristique et de la crise du dollar. Oui. Oui. Ce sont les raisons ? Ce sont les raisons qui sont artificielles. On sait très bien qu'on nous fait la guerre pour le tourisme. L'Amérique a des tourismes dans leur pays. La France, l'Angleterre, la Belgique. Personne n'a déclaré qu'ils vont arrêter leur tourisme pour ces pays. Nous, quand un avion est tombé... Ils ont un crash. Le crash de l'avion russe, le monde entier a été bouleversé contre le tourisme égyptien. Donc je ne veux pas reparler du complot, c'est très clair pour tout le monde. Mais nous, le tourisme, il est complètement
bas, mais en même temps, on a d'autres choses, d'autres ressources qui viennent, comme le gaz qui a été déclaré hier, 80 trillions de mètres cubiques de réserve, c'est quelque chose d'incroyable. Et encore, il y a beaucoup d'autres projets nationaux qui vont équiper très bientôt. Donc l'Égypte cherche actuellement comment créer d'autres revenus pour comment exploiter les vraies ressources de l'Égypte. On a beaucoup de ressources. Du point de vue pétrole, gaz, commerce, voie maritime, exactement. port maritime, plein de choses. Et le tourisme va revenir. L'agriculture, l'industrie, bien le sûr. tourisme. Tout va revenir, mais c'est un étage très... Je l'ai dit depuis la première fois que j'ai rencontré votre... j'ai dit qu'on passe par des étages. On essaye de mettre des obstacles, on essaye de faire des complots, on essaye de faire des... Mais on dépasse ça, parce qu'on a une stratégie claire et parallèle qui travaille sur plusieurs chemins pour achever la stabilité de l'Égypte. Oui. Et en ce qui concerne les champs gaziers qui ont été découverts, non seulement durant les derniers jours, mais même durant les derniers mois et durant les dernières années, à quel point ils ont une grande valeur dans le monde, et avec plus de précision dans le marché du pétrole et du gaz. Notamment que les cours du pétrole et du gaz ont chuté. C'est un trésor. La guerre en Syrie est basée sur la guerre du gaz. On doit être clair, c'est une grande monopolie. Le gaz de Qatar, il voulait le passer par la Syrie. La Syrie a refusé. Le même champ gazier, les Iraniens ont demandé aux Syriens de passer leur ligne en Syrie, ils l'ont accepté. C'est une guerre de gaz, c'est une guerre d'énergie. Quand on a ces nouveaux exploitations, ça va équilibrer beaucoup de choses. Ça va équilibrer plein de choses pour nous. C'est pour cela qu'on essaye de bousculer notre trajet ou de mettre des obstacles pour nous arrêter. Mais ça ne va pas marcher comme ça. Parce que, comme j'ai dit, on a une différente perception, on a quelque chose d'avantage. Pour nous, la sécurité nationale était la plus importante. Et on a équilibré ça. Et on a commencé à faire des projets nationaux vrais. Agriculture, champs gaziers, l'or. On a des exploitations pour l'or et pour beaucoup de matériaux. Tout cela, quand vont donner leur profit, vous allez trouver cette stabilisation et cette main forte de l'Égypte. Le même rapport qui prévoit la performance, la croissance de l'économie égyptienne en 2017 a noté que le taux de chômage a baissé et le taux de chômage a atteint 12,8% à la fin de l'année dernière. Il a également signalé que le chômage entre les jeunes demeure élevé. D'autre part, le gouvernement égyptien œuvre à le ramener à 11,9% au cours de l'année prochaine. Donc, comment vous trouvez de tels chiffres? Monsieur, pour parler simplement et faire le peuple et les gens qui nous écoutent comprendre, on ne peut pas sauter dans un train avant que le train arrive. On a un grand train d'investissement, de projets qui vient. Ça prend des étages. S'il a diminué d'un pourcentage très faible maintenant, il va diminuer largement après ça. Ça dépend au projet. Le projet doit être... Ça a besoin d'un pourcentage d'ouvriers. Quand il commence à produire, il a besoin d'un autre pourcentage. Quand plusieurs projets sont sur le terrain et qu'ils commencent à travailler, tout ce chômage va être absorbé.
C'est un point du temps. C'est un point du temps. Oui. Mais en même temps, je dis toujours qu'on a besoin de changer le développement des ressources humaines c'est une grande richesse qu'on obtient, de changer la mentalité et la perception pour que ces gens qui veulent travailler sont calibrés pour être au même niveau des investigations extérieures qui viennent en Égypte. Oui. Actuellement, l'Égypte a changé sa politique monétaire, sa politique financière, Oui. et même sa vision vis-à-vis des jeunes. Oui. On n'essaye pas actuellement de rendre les jeunes en tant que des fonctionnaires dans des institutions de l'État, Oui. mais on essaye de rendre les jeunes en tant que des créateurs, Exactement. des propriétaires de projets. Oui. C'est pourquoi on trouve qu'il y a des petites et moyennes entreprises qui sont financées actuellement par des banques nationales. Et il y a plusieurs initiatives qui ont été déclarées ces jours-ci. Oui. L'importance de telles initiatives, l'importance de soutenir, consolider les petites et moyennes entreprises pour le peuple, notamment les jeunes. C'est très important. Ça donne de la foi, de la prospérité pour ces jeunes entrepreneurs. Ouais. Vous avez vu les banques nationales, comment ils ont commencé à aider et à ouvrir des nouveaux niveaux de projets pour qu'ils soient complètement égyptiens. Ça, c'est très important, parce que nos vraies ressources, notre vraie richesse, c'est dans les ressources humaines. C'est pour cela qu'on doit faire ça. Et c'était un grand but de Monsieur le Président depuis le début, que les jeunes ont un grand segment dans notre pays, et on doit les aider de toute notre force. Donc, de telles initiatives ou de telles consolidations pour les jeunes visent à réduire le taux de chômage, mais aussi à enrichir le peuple égyptien en général, les jeunes en particulier. Donc, comment vous trouvez cela sur l'impact socio-économique? C'est un très grand impact, et un très riche, très prospère. Prospère. Oui, parce que quand vous allez ouvrir, ces nouveaux entrepreneurs vont ouvrir des nouveaux projets et pour aider d'autres familles. Et les projets nationaux qu'on fait ont besoin de petits projets pour que ça donne de l'aide à ces grands projets. C'est une chaîne. Notre problème, c'est le temps. Pourquoi? On ne peut pas faire beaucoup de choses en même temps. Par exemple, si vous rénovez ce studio, il y a des étapes qui doivent être faites. On a comment on dit, des priorités. Les priorités qu'on a sont très claires pour Monsieur le Président et sa stratégie et son gouvernement. Peut-être les gens ne comprennent pas. La première priorité, c'est la sécurité. La deuxième, c'est aider les pauvres, la base de la pyramide. C'est pour cela qu'on a un trajet pour les bidonvilles seront complètement changés en 2018. Vous avez vu les 3 projets ou 4 projets que Monsieur le Président, les logements sociaux. Ça, c'est très important. Parce que quand vous avez ces bidonvilles, c'est le vrai terrain de terrorisme. La police ne peut pas entrer là-bas. Il n'y a pas, on n'a pas une sorte de sortir de là-bas. Il y a beaucoup de problèmes sociaux là-bas. Quand vous changez ça, c'est très important, ça prend du temps. Ça a pris depuis 2015 jusqu'à 2018. Mais à la fin, qu'est-ce que vous allez avoir des nouveaux quartiers pour ces gens qui vont sentir qu'ils sont humains, qui sont dans un environnement très propre. Ça donne de l'espoir. Et ça donne de la stabilité et de la sécurité aussi. Parce que quand vous avez des quartiers que vous... Un des espoirs des Égyptiens, c'est quand les Égyptiens vont récolter les fruits de la croissance économique. On parle de 4,2%, on parle de 5,5%.
Donc les Égyptiens se demandent toujours quand ils vont récolter les fruits de la croissance économique. L'impatience, c'est une qualité des humains en général. On est toujours impatient. Mais je crois que la majorité du peuple vraiment voit et sent qu'il y a une différence, qu'il y a des étapes qui sont faites, qu'il y a des vrais projets qui sont sur le terrain, qu'il y a des nouveaux réseaux. Tout le monde en parle. Nos routes aujourd'hui sont complètement différentes des années avant. Ouais. Donc, cette impatience est normale. Mais quand tout sera... les profits de ces projets vont ressortir, vous n'aurez pas de chômage, vous n'aurez pas cette impatience, vous n'aurez pas de complaints sur ça. Tout sera sur la bonne stabilisation qu'on cherche toujours. À quel point vous trouvez que la croissance économique est dévorée par la croissance démographique? Moi, je pense toujours, je prends du point de vue de perception différente. La croissance démographique, je crois que moi, pour moi, de mon avis, c'est une richesse incroyable. Incroyable. Peut-être nous, on ne le sent pas ça parce qu'on ne vit pas en Europe ou dans d'autres continents, mais c'est la vraie... La Chine, combien est la population de la Chine? Presque 1,5 milliard. Non, plus que ça, le double de ça. Et comment ils travaillent? Comment ils croient? Et leur croissance, comment elle est? Je ne crains pas la croissance démographique. Je crains comment utiliser cette croissance. C'est comment rendre cette potentialité humaine en tant qu'une richesse. C'est la vraie richesse. C'est la vraie richesse qui ne finit jamais. Donc, le pétrole peut finir, mais la richesse des ressources humaines ne finit jamais. Les défis, c'est comment transformer ces êtres humains en tant que... Non pas comme... Ça, c'est mon rêve, monsieur. Ça, c'est mon rêve, monsieur. Moi, mon rêve, c'est pas le pétrole. Bien sûr, le pétrole, le gaz, l'or, les ports, les aéroports, tout ça, c'est très, très, très important. Mais moi, mon rêve, c'est de développer les ressources humaines et l'exporter, les calibrer, l'exporter pour les pays qui n'ont pas ces ressources. J'aurai le triple du pétrole. Je vais gagner le triple du gaz. Ça, c'est le vrai trésor de l'Égypte et le vrai problème. On a la quantité, mais on a besoin de qualité. Ça, c'est mon grand défi, c'est mon grand problème. Autre problème, c'est la hausse sur le marché. Oui. Quel marché, monsieur? Le marché égyptien. Quel marché? Le marché des gens riches ou le marché des gens pauvres? C'est complètement différent. Comment? En Afrique, en Europe, partout, vous avez toujours le marché... En Afrique, vous avez toujours le marché qu'on appelle le marché européen pour les riches, et on a le marché local pour le pauvre. Il y a une très grande différence. Pas de qualité, pas de produit, mais de prix. Si vous allez dans les supermarchés, n'importe quel quartier, le riz, par exemple, c'est à 11 et 12 livres. Mais quand vous allez au réseau que le gouvernement a fait, c'est à 4 livres, 4 livres 20 piastres. Quel marché vous en parlez? Le sucre est à 9-10 livres dans les supermarchés, signé, mais dans le marché des pauvres, c'est à 5 livres. Et avec les cartes gouvernementales, c'est plus bas que ça beaucoup. De quel marché? Et pourquoi on lit, on entend se plaignent de la hausse de prix? Il y a une hausse de prix, mais qui est raisonnable et logique. Parce que le dollar et le monde entier a une hausse de prix. Mais notre hausse de prix est-elle
à cause du marché noir et des entrepreneurs qui veulent faire le maximum de profit, ou c'est à cause de quelque chose de général. En même temps, le gouvernement et l'armée ont fait le tout pour équilibrer ça, par ouvrir des réseaux qui donnent tous les produits à des prix très raisonnables. Oui. La viande dans ces réseaux, c'est à 50 livres. Dans les supermarchés, c'est à 150, monsieur. Oui. Bien sûr, nous sommes... Je parle de qualité. Je ne parle pas de viande importée, de viande fraîche. Je parle de qualité très proche. Donc, de quel marché on en parle? Oui. Actuellement, nous sommes bien sûr au cours d'un mois sacré, c'est le Ramadan. Oui. Mais malheureusement, selon un sondage publié récemment par l'organisme central de la mobilisation des statistiques, les dépenses des ménages augmentent de 35% au cours de ce mois et près de 30% des familles égyptiennes déclarent emprunter de l'argent pour couvrir ces extras, c'est-à-dire pour couvrir les marchandises extra. C'est qui a déclaré ça? C'est l'organisme central de la mobilisation des statistiques. Oui, ouais, c'est une institution gouvernementale. Oui, très bien. Ouais. Récemment, on trouve que le gouvernement égyptien a essayé d'organiser et de tenir des mini-marchés Oui, consacrés à la marchandise oui, au cours de ce mois sacré de Ramadan. oui. Donc, à quel point vous trouvez que c'est un instrument très efficace sur le terrain pour lutter contre la hausse des prix, pour freiner la hausse Oui, des prix? oui. D'autre part, comment vous trouvez la manière avec laquelle le gouvernement égyptien essaie de gérer ce problème plutôt Oui. des prix? Monsieur, vous savez que n'importe quel marché est mené par le demande et la quantité de demande. On sait toujours que Ramadan, depuis des centaines d'années, toutes les familles musulmanes essayent de faire des improvisements avant de Ramadan, donc les achats montent. Ce qui est différent que le marché noir et ces entrepreneurs qui essayent d'utiliser ça et de prendre le plus grand profit de cette occasion de Ramadan. Tout le monde parle des prix. Ces réseaux que le gouvernement en fait sont très importants parce qu'ils ne cassent pas seulement le marché noir. Ils montrent, ils donnent des vrais approvisionnements aux gens, aux pauvres, et qui sont la base de notre pyramide, ces produits à des prix raisonnables. Donc c'est une chose très bonne à faire et je crois que tout le monde a senti. On avait un défi pour Ramadan cette année et on entendait beaucoup de rumeurs. Je crois que ça a passé, tout est calme. Il n'y a pas de grand problème à ce projet. Dans le domaine des médicaments, il y a une hausse de prix. Ça n'a pas seulement... ça ne dépend pas du marché égyptien, mais c'est quelque chose qui vient à cause du dollar et à cause de l'importation. Mais je crois que le gouvernement a interféré dans cette affaire pour diminuer le marché noir ou la bourse des médicaments pour ne pas augmenter tellement. Et je crois qu'ils vont freiner ça très bientôt. Ouais. Le Parlement égyptien, la performance du Parlement égyptien jusqu'à maintenant, en ce qui concerne l'amélioration de l'économie égyptienne. Votre remarque? Ils ont beaucoup à faire. Ils ont beaucoup de lois à mettre. Ils ont beaucoup de choses à stabiliser. Ça prend du temps. Mais eux, ils ont un devoir à faire. Ils doivent être plus rapides pour mettre les lois qu'on a besoin pour les investissements, pour le marché, pour beaucoup de choses économiques, pour stabiliser ces affaires. Le dollar... Elles doivent être très bien étudiées. C'est pour cela peut-être qu'ils ne veulent pas déclarer des nouvelles lois avant qu'elles soient étudiées très bien, parfaitement. Oui, il y a quelques jours, le dollar a perdu presque 5 piastres devant la livre égyptienne. Oui. On est sur la bonne voie, monsieur. Ça prend du temps.
Ils ont fait beaucoup de choses. Moi, je crois que le problème a été artificiel, et je suis sûr de ça, mais pour regagner ce terrain, ça va prendre du temps, mais il va baisser. Qui assume le coût de la réforme et de la restructuration de l'économie égyptienne? Qui assume? Le coût Oui. de la réforme et de la restructuration de l'économie égyptienne. Est-ce que ce sont les pauvres, les couches moyennes ou les riches et les capitaux capitalistes? Je crois que le gouvernement, son vrai but, c'est de stabiliser les pauvres. Ça, c'est très clair et on ne peut pas faire d'autre. Si on continue à aider ou à faire des politiques pour les riches, cette pyramide va complètement va échouer. Le vrai but du président et sa stratégie du gouvernement sont les pauvres. Et on ne peut pas dépasser cet étage et achever la stabilisation de l'Égypte sans que les pauvres soient vraiment sur la bonne stabilisation. Dernière question. Oui, monsieur. Les employés et les fonctionnaires se demandent est-ce qu'il y aura une augmentation, une hausse dans leurs revenus, dans leur salaire? Très prochainement. Très prochainement. Et Donc, pour les gens qui travaillent. les gens qui travaillent, docteur ou monsieur Hicham Ramli, je dois vous remercier infiniment. Je vous remercie à vous. Je dois vous rappeler, chers téléspectateurs, que c'est un analyste économique. Vous êtes toujours bien. Merci beaucoup pour cette intervention. Et c'était tout pour cette édition, chers téléspectateurs. Avant ensuite de nos programmes, au revoir.